Faut-il revenir sur les équipementiers auto et Forvia en particulier? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de l'action Forvia. Le point haut a été atteint en 2018, 63 €, et puis ça a lentement, enfin non, assez violemment glissé depuis. On est allé jusqu'à 5 €. Un rebond est en cours. Est-ce que c'est le moment de l'attraper? On va regarder ça ensemble. Alors, en médiane, croissance du chiffre d'affaires sur 10 ans, 2,4%, donc c'est pas très élevé. Si on se met sur les 12 mois glissants, est-ce qu'on a le chiffre d'affaires? Non, on a que jusqu'à fin décembre, on l'a pas sur le premier trimestre. Donc on est sur une croissance, fin 2024 à -1%. Donc c'est énorme rattrapage en 2022. Ensuite, ça s'est brutalement normalisé, 2023, et en 2024, on fait même une décroissance. Est-ce qu'on va repartir? Difficile à dire, hein. C'est un marché qui est difficile, donc les constructeurs auto mettent une énorme pression sur les équipementiers auto. Les constructeurs, auto sont mal en point en Europe à cause de la concurrence chinoise et de la transition vers le moteur électrique sur lequel ils ne sont pas du tout bien positionnés. Donc quand même un secteur qui est difficile. Maintenant, peut-être qu'on peut jouer un rebond là-dessus. Alors regardez, les taux de marge, donc ils étaient en augmentation, en forte augmentation même jusqu'en 2018, ça c'était bien, jusqu'en 2019 même, et puis après, hop, tout s'est cassé la figure, mais on a réussi quand même à réduire la casse, on va dire, sur, taux de marge brut et taux de marge d'EBITDA. 8,5 en taux de marge d'EBITDA, c'est pas si mal, et puis c'est plutôt stable, même si on fait une décroissance, ça baisse pas violemment. On n'a pas trop d'effets ciseaux négatifs sur le taux de marge d'EBITDA, donc c'est pas si mal. Attention qu'on a publié une perte quand même en 2024. Est-ce que c'est une perte comptable ou est-ce que c'est une perte, réelle? Ou non, c'est plutôt une perte comptable. Les free cash flow sont à hauteur de 6,2% en taux de marge de free cash flow, donc ça, c'est pas si mal, hein. Ce qu'on voit, c'est que bon, le secteur souffre, mais il ne coule pas complètement. Il y a des acteurs qui s'en sortent, comme Forvia, en tout cas, d'un point de vue des marges, c'est pas trop mal. La conversion des bénéfices nets en free cash flow, eh bien là, on génère des free cash flow assez colossaux, hein, sur Forvia. Alors, est-ce que la société est à BFR négatif? Oui, c'est étonnant, mais c'est le cas, 3,6 milliards. Est-ce que ce BFR s'améliore de plus en plus? Oui, en plus, c'est le cas. Donc bah, c'est bien, on sait financer son activité par les clients, tout de même, donc ça, c'est pas mal. Ensuite, d'un point de vue dépenses en capital vs dépréciation amortissement, on continue quand même à maintenir l'appareil productif. Un peu plus de dépenses en capital que de dépréciation amortissement, ça devrait faire baisser les free cash flow. Mais finalement, on doit avoir du other non-cash items aussi. On a pour 845 millions, ce qui est pas énorme, hein, donc vous avez pas toute l'explication ici, à mon avis. Il faut aller dans le tableau de trésorerie pour comprendre, d'où vient la différence. Bon, en tout cas, on peut valoriser la société avec les free cash flow, à mon avis, ça sera plus juste vu que, bon, les bénéfices nets, stagnent, mais les free cash flow sont en hausse. Donc ça veut aussi dire que la société est en phase de génération de cash. Évidemment, hein, c'est un marché qui est complètement au ralenti, donc on n'a plus besoin d'injecter beaucoup de flux dans l'entreprise, et donc on peut dégager les free cash flow. La rentabilité opérationnelle maintenant. On est sur une rentabilité qui est plutôt moyenne, hein. En médiane, on est à 6,6% sur 10 ans. À l'heure actuelle, c'est plutôt 5,5, mais on est en bas de cycle, donc c'est normal. Bon, on est toujours plus élevé, sur un niveau plus élevé que la croissance organique, donc on peut s'autofinancer quand même. C'est pas si mal. Maintenant, c'est pas exceptionnel comme, rentabilité. L'endettement, on est fortement endetté quand même, hein. On est, allez, à moins de 3 fois l'EBITDA en dette nette. Ça baisse tranquillement, donc ça, c'est bien. Pourquoi est-ce qu'il y a une forte hausse de la dette en 2022? Est-ce qu'il y a une acquisition? Alors on n'a pas les données, côté Coifin malheureusement, mais ça doit être une acquisition, je pense, hein, pour que ça monte aussi fortement. Depuis, en tout cas, on réduit la dette, ce qui est sain, en faisant augmenter les l'EBITDA qui monte, bon gré mal gré quand même. Donc ça fait baisser un peu le levier. On est à 5 fois les free cash flow, ça reste soutenable. Donc là-dessus, la dette est quand même lourde, hein, le bilan est un peu lourd, mais ça s'améliore. Bah, je pense que sur quand même les publications, actuelles, ça pèse quand même d'un point de vue, charge financière et du coup sur le résultat net. Mais ça va s'améliorer par la suite à mon avis. La rémunération de l'actionnaire. On a un rendement de l'actionnaire qui est à 6,4 et c'est énorme, hein. Mais bon, alors ce qui est important de noter, c'est qu'on a eu on a eu une assez forte dilution ici, hein. On a eu une augmentation de capital. Donc il faudrait voir, je soupçonne, je connais pas bien le dossier, hein, mais je soupçonne qu'il y a eu une acquisition parce qu'on a eu une hausse
de la dette et une augmentation de capital. Donc ça ressemble à une acquisition. Si vous le savez, dites-moi en commentaire. Depuis alors, d'un point de vue dividende, on verse 100 millions, on a 1,6 milliard de free cash flow. C'est pas bon, on a largement les moyens de verser ce niveau, hein. C'est, un dividende qui représente, pas mal de à peu près 5, un peu plus de 6 bah, déjà les 6 quoi, puisqu'en fait, on n'a pas de rachat d'actions. Donc voilà, vous avez 6,4 de dividendes sur ce dossier qui est maintenant en génération de cash. Donc ils vont rendre l'argent de manière assez intelligente et ils ont largement les moyens de le faire, hein. Ils pourraient faire même des dividendes exceptionnels, hein, sur le groupe, mais ils doivent aussi se désendetter, donc à mon avis, ils préservent quand même les cash flows, pour se désendetter, ce qui est normal. Et ce qui augmente aussi le retour de l'actionnaire évidemment, puisque quand on se désendette, la partie des résultats qui allait, au remboursement de la dette, bah, va aux actionnaires. Donc c'est une bonne idée aussi de rembourser la dette. La valorisation en valeur d'entreprise sur EBITDA. On est à 5,1 en médiane, ce qui est quand même, vraiment pas très élevé, hein, quand même, dans l'absolu. À l'heure actuelle, on est sur du 4. Donc vous avez quand même, 25 de décote sur la médiane qui est déjà très faible. Donc ça peut quand même se reprendre, hein, c'est multiple. On se traite à un niveau qui a pas été vu, pendant la crise de la pandémie et sinon, plutôt en 2018. Bon, en 2018, on s'est quand même traité plus bas, donc méfiance, hein, mais ça, c'est ponctuel à mon avis. On voit que durablement, le multiple, il est plutôt, près de la médiane, hein, donc à 5, ce qui est pas mal. Je voulais regarder s'il n'y avait pas une décote sur actif, comme c'est le cas sur Aquel. On a une décote sur actifs tangibles pour Aquel. Est-ce qu'on a une décote sur les actifs, sur les capitaux propres, on n'a pas l'info. Si on a alors, on a 60 de décote sur capitaux propres, mais est-ce qu'il y a du goodwill? Je pense qu'il y a du goodwill quand même sur, des écarts d'acquisition. Sur, sur Forvia, ouais, il y a 5 milliards d'écarts d'acquisition, donc c'est price to book en fait, il faudrait mieux prendre un price to tangible book value, car, décote sur actifs tangibles et sur capitaux propres tangibles, on n'a pas l'info. Donc à ça, si vous voulez savoir, rendez-vous dans les rapports annuels. Allez voir le bilan d'entreprise pour savoir de quoi sont constitués les actifs tangibles et s'il y a une décote sur ces actifs tangibles, ce qui vous apportera une marge de sécurité supplémentaire. Conclusion du dossier, moi je suis plutôt à l'écart, hein, des constructeurs auto. Je trouve que c'est un secteur qui est trop difficile, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bons coups à faire évidemment, et donc ça peut être volatile toutefois, hein. Ça va dépendre aussi, de la concurrence, de l'état du secteur, etc. Donc, comme d'habitude, faites vos propres recherches. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.